Clotilde Margottin, bonjour. Bonjour Floriane. Vous êtes notre invitée dans ce Zoom du jour et vous venez présenter votre livre « Se relever toujours », c'était aux éditions Artege. Alors Clotilde Margottin, vous êtes maman de 5 enfants et votre livre finalement raconte non pas tellement votre maternité finalement, mais plutôt votre dépression, un sujet qui est plutôt tabou dans la société aujourd'hui, mais une vraie de dépression qui vous emmènera jusqu'en clinique psychiatrique. Et si l'on voit plus loin, surtout ce livre, c'est aussi le cheminement vers la possibilité d'une reconstruction harmonieuse. Pourtant, avant de tomber malade, Clotilde Margottin, en fait, comme beaucoup de gens, dès lors que l'on touche aux blessures invisibles de l'esprit, dès lors que ça ne se voit pas, en fait, et du cœur, vous aviez, vous aussi, des a priori sur la question. Et vous avez aussi, dans votre parcours, sans doute vécu des réflexions un peu désagréables. D'abord, quelles sont-elles et comment les déconstruire ensuite? Oui, merci, vous m'avez bien présenté. En effet, ce n'est pas du tout le récit de mes maternités, mais plutôt le récit de cette lente descente aux enfers que je ne pensais ne jamais connaître. Je pensais que c'était réservé pour des gens qui avaient des pathologies ou des gens qui étaient fous à mes yeux. Mais ça ne me concernait pas, ça ne pouvait pas rentrer dans ma vie. Et surtout, pourquoi est-ce que j'en suis venue à écrire ce livre? C'est que cette dépression dite sévère, puisque j'étais touchée par 8 symptômes de la maladie, est venue bouleverser plus de 5 ans de notre vie. Et à la fin de ces 5 années, quand le médecin m'a annoncé la guérison totale, qui était plus un secret pour moi puisque ma vie avait vraiment bien repris, il m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance et qu'il ne fallait pas que je me prive d'écrire pour transmettre à d'autres peut-être des chances de guérir. Exactement, c'était un choix aussi dans la transparence, de le vivre dans la transparence auprès de votre famille, de vos amis, et donc un questionnement aussi auquel ce livre apporte beaucoup de réponses et de clés. Alors vous avez vécu votre enfance de façon classique, dans une famille heureuse, vous avez la foi qui vous porte, beaucoup d'amitié aussi, la famille, le tout en région parisienne, ce qui est un cadre important à préciser, et vous vous engagez dans la vie d'adulte à pleines dents, j'allais dire, rencontrez votre mari assez jeune, et puis vous mariez ensuite. Donc vient le mariage, un premier enfant. Et lors de cette naissance, il va y avoir un incident médical qui va être une première faille dans le corps, j'allais dire, que vous allez connaître dans le cadre du milieu médical, et qui va avoir une répercussion aussi sur l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce premier événement marquant dans votre vie médicale ? Oui, ce premier accouchement est vraiment le début, puisque dans mon corps, j'ai vraiment une brèche qui va permettre au liquide céphalorachidien de venir se balader à des endroits où il n'a pas se balader. À cause d'une péridurale, ratée, enfin j'allais dire ratée. Alors, vous pouvez dire raté. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anesthésistes, qui sont des anesthésistes consciencieux, attestent tout à fait que lorsqu'on pose une péridurale, on peut être amené à aller un petit peu au-delà. Un très bon anesthésiste ou un bon anesthésiste s'en rend compte. Il est tout à fait capable de réparer tout de suite en injectant du sang, en fait, tout simplement, en faisant un blood patch. Voilà, ce qu'on dit moins, c'est que certains anesthésistes, par négligence ou par méconnaissance, ont pu laisser passer comme ça des brèches sans les soigner. Et c'est vrai que les suites peuvent être sacrément désagréables, puisque ça a été juste après l'occasion d'une dépression postpartum. Par rapport à ce qui concerne la maternité, j'aimerais dire combien la maternité, c'est vraiment la femme qui offre au monde tout ce que ce bébé, bien sûr, mais aussi tout ce qu'elle porte en elle. Elle accompagne la vie. Et dans les salles d'accouchement, il faudrait pouvoir améliorer sans doute tout cet accueil en laissant, oui, la souffrance d'une part, être accompagnée et pas toujours annihilée. Oui, parce qu'il y a une forte considération finalement du patient, de son corps, mais de son humanité propre. Ça reste peut-être quelque chose à travailler et qui joue aussi sans doute sur le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux, qui déshumanise beaucoup et qui en fait un système médical qui est parfois pas à la hauteur des attentes qu'on pourrait avoir, effectivement. Vous savez, vous touchez le mot de la fragilité. Je crois qu'on est dans une société qui nous demande d'être dans la rentabilité, d'être dans l'efficacité, d'être dans la productivité. Et je crois qu'il est temps de remettre l'humain au centre de notre société et justement d'accueillir l'humain avec ses forces et ses faiblesses.
Et encore plus quand il s'agit d'accueillir la vie. Merci pour ces mots. Alors cette maternité qui est nouvelle, évidemment, c'est un grand bonheur, mais qui déclenche en même temps que cette réflexion sur l'accueil des femmes et de la maternité dans l'hôpital, aussi une réflexion sur la place de la femme dans toute la société, j'allais dire, et notamment au travail. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, des naissances, elles viennent bouleverser à ce point la vie des femmes, alors qu'on est au XXIe siècle? Alors, je pense qu'on est dans la continuité de mai 68. Alors, je ne suis pas du tout féministe, mais je crois que ce mouvement a eu quelque chose de bon dans la mesure où il a quand même réveillé un petit peu la place que les femmes devaient reprendre ou prendre dans cette société. Mais là où je pense qu'on va trop loin, c'est qu'on cherche à prendre la même place que les hommes. Et je crois que les femmes ont vraiment une place à prendre, mais en étant pleinement femmes. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais heureuse si on nous prive de vivre notre maternité. Et que si on cherche à avoir tout comme les hommes, je crois qu'on ne sera jamais pleinement femme. Donc j'appelle plutôt les femmes à prendre toute leur place. Et je crois que rien n'est écrit d'abord. Il y a vraiment une recherche de ce qu'on est, de comment devenir femme. Il y a des initiatives merveilleuses qui aident les femmes à se découvrir et à trouver cette place pour leur épanouissement et pour le rayonnement social, parce que la femme a un vrai ajout au niveau de la société, dans la relation et aussi dans cet épanouissement qu'elle peut avoir autour de son foyer. Alors, vous avez ensuite, si on avance dans votre vie, un deuxième enfant, et puis avec votre mari, un grand projet de vie, des nouvelles aventures professionnelles qui s'annoncent, quitter Paris pour partir en Suisse. Alors, évidemment, dans tout ça, vous aviez votre travail, les deux enfants, les allers-retours à la crèche, etc. Il y a beaucoup de fierté pour l'autre parce qu'il s'agit d'une promotion d'un poste qui était attendu. Mais il y a évidemment une sorte de rupture avec qui vous étiez. Finalement, vous étiez dans des chaussons plutôt confortables, qui étaient bien faits du moins. Et on doit les quitter pour l'inconnu. Comment est-ce que ça se passe tout ça ? Alors, c'est librement que ça se passe, c'est-à-dire que c'est un choix. Il y a un moment, on décide, on y va pas, on choisit et on est deux pour le décider. Et je ne regrette pas, même si ce déracinement suivi d'autres circonstances, attention parce que... On va aller sur les autres circonstances, évidemment. Voilà, la dépression n'arrive pas comme ça, il y a tout un environnement. Mais en tout cas, à ce moment-là, je suis heureuse de cette nouvelle page qui s'ouvre. Je suis prête à certains renoncements. Je le fais certes avec certaines appréhensions. Je sens qu'il faut que je renonce profondément à certaines images toutes faites que j'avais. Et ça se passe bien, en fait. Ce départ se passe bien. Oui, parce qu'il faut préciser que vous étiez vous-même journaliste à cette époque. Donc vous vous retrouvez au chômage, finalement, pendant un certain temps, et mère au foyer dans une autre ville avec deux enfants, et puis vous êtes enceinte lors de ce déménagement. Toutefois, évidemment, on ne peut pas parler de cette période qui coïncide avec deux tragédies qui vont toucher votre famille quasiment coup sur coup, avec quelques mois d'écart malgré tout, c'est-à-dire le décès du père de votre mari dans un premier temps, et puis la maladie et la longue pathologie qui va toucher votre père à vous et qui vont être deux événements très marquants dans votre vie. Alors, je vais revenir sur votre mot tragédie. La mort d'un parent, c'est toujours trop tôt, qu'il ait 45, 55 ou 80 ans. De toute façon, on va pleurer son parent, c'est toujours trop tôt. Mais c'est l'ordre de la vie. Donc, je n'emploierai pas le mot tragédie qui, par exemple, je pense à ce couple qui a témoigné, qui a perdu ses enfants au Bataclan. Là, oui, c'est une tragédie. Là, on est dans le cours de la vie avec des événements qui arrivent en plus à répétition. On perd un beau-père, on perd un papa. On est bouleversé dans son rapport à la mort, dans son rapport à la maternité. Mais parce qu'il y a cette mort à indiquer aux enfants aussi, à leur expliquer, oui, il faut savoir leur tristesse. Il faut savoir, d'une part, gérer sa propre tristesse et puis aussi gérer la tristesse de ceux qui nous sont à charge. Ce n'est pas une tragédie, c'était le cours de la vie, c'était une période intense et ça venait, en effet, accumuler un petit peu les circonstances qui étaient déjà là. Alors, comment est-ce que vous diriez qu'on peut traverser justement ces grands moments
de la vie, qui comprennent la mort, la maladie, des événements douloureux, alors que finalement, depuis la prime enfance, on est plutôt protégé de tout ce genre d'événements. Et que quand on devient adulte, on a l'impression de se retrouver face à un bouleversement qui est terrible et où on doit tout assumer, d'ailleurs plus ou moins adulte, parce que ça peut arriver plus ou moins tôt dans notre vie. Quelles sont les clés pour traverser ce genre d'épreuve, selon vous ? C'est difficile, c'est les clés de la maturité, les clés de la sagesse. Je crois que la première des clés, c'est le temps. Laisser le temps faire les choses. Je crois aussi qu'on a une méconnaissance de qui nous sommes, notre nature humaine. Je pense qu'on est on n'apprend pas à l'école la psychologie. On n'a pas de cours de psychologie. Alors certes, la philosophie intervient au lycée, mais il y a tout un apprentissage, je dirais, de techniques relationnelles, de connaissance de soi. Il y a d'autres pays qui donnent une place plus importante aux activités artistiques, aux prises de parole en public. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très en avance là-dessus. Et je pense que ça pourrait aider à une meilleure connaissance de la nature humaine, à une meilleure appréhension aussi des événements qu'on peut croiser dans notre vie. Voilà, sans donner des clés toutes faites, je pense que sans tout ça, c'est la sagesse, c'est aussi peut-être la retraite. Vous savez, la retraite, non pas la retraite post-65 ans, mais le fait, non, pas tant spirituel, mais le fait de savoir être face à sa solitude, face à soi-même, c'est pour ça que je vous parlais de connaissance de soi-même, et puis d'arriver à prendre un petit peu de recul, retraite dans le sens de recul. Mais je crois que ça vient avec la sagesse et la maturité. Donc, il y a des clés, malgré tout, pour s'en sortir. Et notamment, plus on avance dans la vie, normalement, plus on en est doté. Et quand on n'a pas ces clés, pardonnez-moi, on peut trouver de l'aide extérieure. Évidemment. Je crois que dans ce livre, je donne d'ailleurs à la fin de ce livre des bonnes adresses pour donner des pistes aux personnes qui pourraient être amenées à côtoyer des gens en dépression ou eux-mêmes traverser une dépression. Donc, il y a ces bonnes adresses. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est déjà des pistes. Et puis, surtout, je crois que quand on est face à des grosses difficultés dans sa vie, il ne faut pas hésiter à chercher un regard extérieur qui peut donner de l'objectivité, qui peut donner des idées, qui peut faire avancer. Exactement. Alors, si on revient encore une fois sur votre parcours à vous, il y a cette descente post-grosse fatigue accumulée suite au décès de vos deux parents. Il y a cette grosse fatigue. Il y a une quatrième grossesse, si je ne me trompe pas. Et vous avez cette image lors d'une rentrée scolaire où vous êtes enceinte, on pourrait utiliser l'expression jusqu'aux yeux, où vous tombez sur les genoux, en fait. Et la première chose que vous vous dites, c'est mais mon Dieu, mais c'est terrible, quoi. Je tombe devant des gens au lieu de se dire, bon, éventuellement, peut-être j'ai mal et puis peut-être j'ai pris un risque pour mon bébé, je vais prendre soin de moi. Et non, il y a vraiment cet accompagnement des enfants qui sont quand même rapprochés. Et est-ce que vous vous dites à ce moment-là qu'il y a du déni dans la dépression quand vous revenez sur cet événement, ou sur le moment, est-ce que vous vous dites, bah là c'est une période qui n'est pas top, mais ça va aller? Alors, dans cet événement précis, on est déjà dans la maladie, mais je ne le sais pas. C'est-à-dire qu'on est dans la maladie parce qu'on est dans ce processus, dans ce critère de la dévalorisation. On n'a plus cette objectivité des situations. Donc, je raconte cet événement qui paraît anodin et je vous explique dans ce livre comment moi je le vis à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense à ce que vont penser les autres, à la dévalorisation, et je ne suis pas du tout centrée sur moi. C'est donc un critère objectif pour dire qu'à ce moment-là, je suis atteinte de dépression, je suis malade. Je fais partie, c'est un des 8 critères. Et à ce moment-là, je dois être à 6 critères à peu près de la maladie. Voilà. Pour répondre à votre question du déni, tant qu'on est dans la méconnaissance de ce qui se passe, on n'est pas dans le déni, on ne sait pas. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois bien que certaines choses ne vont pas, que je manque d'énergie, que je manque de force, mais je ne sais pas ce qui se passe. Quand enfin un médecin, mon médecin de campagne, va poser le diagnostic de la dépression, là, il y a 2 chemins qui s'ouvrent à soi. C'est soit je veux être dans le déni, je refuse ce diagnostic, je mets un couvercle dessus, je ne sais pas ce que ça donne, soit je décide d'accueillir ce diagnostic. Donc, on peut choisir le déni. C'est vrai que j'étais tellement mal que j'étais soulagée
qu'il y ait un nom enfin à mon un mal. mot, Ouais, exactement. Parce que la dépression, finalement, c'est aussi la maladie de la honte. C'est mal vu de dire je suis déprimée parce qu'aujourd'hui, quand on demande ça va, d'ailleurs communément la réponse acceptée socialement, c'est bah oui. Et toi? Alors la maladie de la honte, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti parce que vous parliez des préjugés qu'on a. Voilà, on dit facilement oh, t'es parano, oh, t'es malade, oh, voilà. Et donc c'est effectivement comme ça que j'ai ressenti ces symptômes que j'avais, comme c'est une honte. Et pourquoi aujourd'hui c'est peut-être devenu un combat, c'est justement pour montrer que non, on a toujours notre liberté, on a toujours notre responsabilité. On a le droit de regarder en face la maladie, on a le droit de poser le diagnostic que c'est sérieux. Mais je voudrais dire une chose, ce n'est pas grave, on peut s'en sortir. Il faut juste prendre les bons moyens. Et les bons moyens, souvent, ça passe par une visite chez le psychiatre et aussi des médicaments. Et ça, c'est pas forcément facile. Et oui, les médicaments, c'est un autre sujet tout à fait, mais c'est très, très tabou dans la société. Alors finalement, cette période avant le dépôt du diagnostic, elle dure 2 ans. 2 ans où vous faites beaucoup comme si, parce que évidemment, je suppose que le nombre de symptômes augmente et que le tout se renforce aussi, que vous vous usez, vous racontez d'ailleurs cette fatigue dans le livre. Et vous faites comme si tout allait bien, mais vos proches ne sont pas dupes. Alors, je ne sais pas si je fais comme si tout allait bien, parce que je tire un petit peu des sonnettes d'alarme à droite, à gauche. En tout cas, il y a cette image sociale qu'il faut savoir garder. Il faut essayer de rester dans ce qu'on a, dans la vie qu'on mène, et il faut surtout ne pas flancher. Donc, c'est pas tant un souci de cacher que celui de durer. J'ai cette forte responsabilité puisque nous avons 4 enfants en bas âge. Oui, à cette époque-là, 4 enfants. Voilà, avec 4 enfants en bas âge, on doit avancer, on ne peut pas vraiment s'écouter. Et on doit se relever toujours presque, pour reprendre le titre de votre livre, même jusqu'à aller presque à la chute. Alors, avant de parler de ça, vous avez fait une première expérience avec un thérapeute, vous allez voir un psychologue de campagne, j'allais dire. Vous lui parlez un peu de votre vie. Et ce qu'il vous propose, il ne vous le propose pas, mais il vous le sous-entend très fortement, c'est est-ce qu'il ne serait pas envisageable de vous séparer de votre mari, parce que visiblement c'est la cause de tous vos maux, c'est très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu réellement envisager de toute façon, quitter votre mari, ou même d'entendre tout simplement un jour ce diagnostic bien moderne qui consiste à jeter plutôt que réparer? Oui, jeter plutôt que réparer. Cette psychologue, c'était une femme. Je pense qu'elle s'est beaucoup retrouvée dans certaines souffrances que je pouvais lui livrer. La charge mentale, le fait de tout porter à la maison, avoir un mari qui travaille beaucoup, qui n'est pas là le soir, qui rentre tard, qui le week-end veut décompresser, donc fait des choses à l'extérieur. Et donc sans doute que cette femme, cette psychologue, a sans doute eu un écho dans sa propre vie. C'est d'ailleurs un message que je voudrais adresser aux patients, aux accompagnants, d'être vigilants sur la portée des mots. On ne mesure pas ce qu'on peut déposer dans l'âme d'une personne qui souffre et qui cherche appui, qui cherche une issue. Alors c'est vrai que ce conseil m'a ébranlée dans la mesure où, à ce moment-là, je crois que c'était la seule chose qui tenait encore bien solide dans mon cœur. C'était l'amour que j'avais pour mon mari et qu'il n'était pas question d'en changer. Simplement, vous me demandez si j'ai pu penser au divorce, puisqu'il est question de ça. Bien sûr, oui. Je pense que mon mari a pu y penser, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vit une dépression, celui qui vit à côté vit vraiment un enfer. Et c'est aussi le but de ce livre, et on l'a écrit aussi à 2, puisque... il y a des témoignages de votre mari à certains moments, parce que vous ne souhaitez pas parler à sa place et lui laisser sa libre parole, finalement. Oui, je veux lui laisser l'écho, parce que quand on en a parlé tous les deux, puis c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos échanges, on s'aperçoit qu'on n'a pas le même regard, on n'a pas vécu la même chose. Pour une raison simple, c'est que j'étais malade et que lui était à côté. Il avait toutes les conséquences de la maladie, mais lui n'était pas malade. Et on a beaucoup à s'apprendre l'un et l'autre. Alors,
je voudrais revenir sur un événement qui va être un déclencheur finalement dans votre désir de vous prendre en charge. C'est que plus jeune, c'est amusant parce que vous avez participé au sauvetage d'un individu qui tentait de se suicider en se jetant d'un pont. Et puis vous y êtes un jour confronté vous-même, mais pour vous, c'est-à-dire vous regardez une fenêtre et vous vous dites je vais l'ouvrir et ça va s'arrêter. Et toute cette souffrance, ce sera fini. Vous avez sans doute été à ce moment-là d'ailleurs protégé par la foi parce que ça réveille la petite voix intérieure qui vous a sauvé. Et une discussion avec vos frères et sœurs qui vous posent la question « Comment ça va vraiment, Clotilde ?» Et vous le disent. Et ça permet de mettre en marche tout un processus qui va vous permettre de vous en sortir. Le comment ça va, c'est voilà, on répond très vite oui ça va bien. Et quand on est un peu alerte, oui mais comment ça va vraiment. Effectivement, cette disponibilité de mon frère et de ma sœur, cette disponibilité, cette volonté de tout arrêter pour prendre soin, pour être à l'écoute, finalement c'est quelque chose que chacun peut faire pour quelqu'un qui n'irait pas bien. Être à l'écoute, mais ça veut dire ne pas porter de jugement, ne pas apporter trop de conseils. C'est aussi ce qui est difficile. Hein. Et accepter de rentrer dans l'intime aussi. Accepter de dévoiler l'intime. Donc il y a aussi cette pudeur, cette relation de pudeur qu'il doit y avoir. Et puis je dois dire, dans cette fratrie, il y a aussi toutes celles qui ne sont pas dans le livre et qui ont permis cette discussion, qui s'occupent des enfants, qui permettent en fait que trois adultes se retrouvent et parlent en vérité. Après, beaucoup de personnes ont essayé d'avoir ce « comment ça va vraiment ». J'ai été entourée par des amis, mon mari. Cette discussion est capitale et elle a une place importante dans le livre parce qu'elle arrive le jour où la fenêtre était ouverte et j'étais attirée par le vide. Et je suis croyante, c'était un 15 août. Et avec la foi ancrée que j'ai, je me suis dit, mon Dieu, un 15 août... C'est un signe. C'est terrible. C'est certain. C'est terrible. Oui. Donc cette discussion a été effectivement fondamentale. C'était pendant des vacances, je le précise pour les téléspectateurs, alors que vous étiez avec vos enfants et que vous n'aviez finalement plus le désir de grand-chose et que cette envie vous a pris. Alors justement, de là suit une décision qui est radicale pour décider de vous en sortir. Vous avez réussi à trouver une clinique spécialisée de repos, une clinique psychiatrique, si on n'a pas peur des mots. Et vous décidez donc, vous n'avez pas le choix hein, de quitter votre mari et vos enfants pour un temps... Vous ne savez pas combien de temps. C'est à Paris, un retour sur Paris d'ailleurs, qui est une sorte de retour aux sources aussi, puisque c'est de là d'où vous venez, ou de là où vous avez grandi. Et c'est quand même à 6 heures de route de votre maison. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites quand vous rentrez dans la voiture pour aller prendre le train et atterrir dans cette clinique ? Je dis que quand on pose un diagnostic aussi important qu'une dépression, qu'elle soit modérée ou sévère, les moyens à mettre en place pour en guérir sont à la hauteur du mal. Et je crois que ça a été pour moi le début de la vraie guérison, c'est-à-dire qu'on me rendait ma légitimité, ma responsabilité. Et cette décision d'aller se soigner a permis d'assumer ce qui se passait. Et finalement, c'est une sorte de libération. Et ça, j'aimerais vraiment le dire pour des personnes qui pourraient souffrir aujourd'hui, qui nous écouteraient, de dépression légère, modérée ou sévère, ou des proches. Regardons le malade avec beaucoup de respect. Oui, ses facultés sont atteintes, les facultés cérébrales, mais il a un ressort en lui. Et il faut respecter et éveiller ce ressort pour pouvoir l'amener à prendre des décisions qui seraient bonnes pour lui. Et j'insiste parce que dans cette clinique psychiatrique, j'ai pu assister à des internements de force et on sait qu'un internement de force est beaucoup plus douloureux. C'est pas la même chose qui allait volontairement, pas la même prise en effectivement. charge. Et puis donc un mot sur ces cliniques spécialisées qui sont formidables. Pourquoi elles sont formidables ? Pourquoi je le dis si simplement ? Parce que quand j'entends des témoignages de personnes qui passent par l'hôpital, à l'hôpital,
vous êtes un numéro de chambre, vous êtes dans un lit, vous prenez des médicaments. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est que j'étais un patient à qui on demandait d'aller prendre l'air, d'aller faire de la gym, d'aller faire de la poterie, d'aller écouter de la musique. Avec ces entretiens avec le psychiatre, on arrivait à avancer profondément dans la guérison de la maladie. Et seulement après, on m'a expliqué quels médicaments, pourquoi, à quel rythme. Il y a tout un accompagnement. Et je pense que ce n'est pas des mesures très compliquées à mettre en place. Mais pour tout ce qui est de ces maladies mentales, il ne faut pas oublier que le patient, que le malade a besoin d'être respecté dans toutes ses dimensions, corps, cœur, âme, esprit, comme je le développe dans le livre. Merci beaucoup Clotilde Margottin, le temps a filé très vite. En tout cas, merci pour vos mots, l'espoir que vous transmettez. Je rappelle votre ouvrage, Se relever toujours, c'est aux éditions Artege. Je rappelle aussi que vous étiez une journaliste avant vos grossesses, mère de famille nombreuse également. Vous avez 5 enfants aujourd'hui. J'ai toujours une chronique. Hein. Exactement. J'ai toujours une chronique sur toujours. RCF. Et donc toujours une chronique, toujours journaliste en activité. Et également aujourd'hui accompagnatrice en sortie de crise personnelle. Je trouvais que c'était important de le souligner parce que ça peut être un pas trop gros pour certaines personnes d'aller voir un psychologue, un psychiatre et finalement parfois être bien orienté et se dire ça c'est nécessaire et prendre le choix de prendre la décision de se soigner ou finalement s'en sortir avec votre accompagnement éventuellement, ça me paraît quelque chose de plus facile à faire et qui est intéressant. Quant à vous, je vous dis à très très vite sur TV Liberté et on se retrouve tout bientôt.